C'est correct, je vais prendre relève. Okay, et puis nous allons, par après, on va passer à travers les questions et puis on va envoyer par courriel des ressources pour aider à répondre à vos questions. Car on ne va pas avoir assez de temps de répondre à toutes vos questions, car on veut rester dans la limite du temps du webinaire. Merci, Roxane. Donc, Roxane a envoyé un sondage hier pour ceux qui étaient déjà inscrits pour nous donner la chance de savoir quelle sorte de participants qu'on a, à quel niveau. Donc, je vais laisser Roxane prendre la relève avec la première question du sondage. Alors ici, vous allez voir, alors la première question pour ceux qui ont eu la chance de répondre au sondage, c'est dans quel niveau scolaire est votre enfant. Alors, on a eu la plupart de vous, vos enfants ou élèves aussi, car il y a des profs et des éducs, sont dans les niveaux 2, 3 et 4e année. Puis après ça, vous allez voir comme maths et jardin, puis 7 et 8. Puis 9 à 12, et puis 5 et 6. Donc, notre clientèle qu'on adresse aujourd'hui, c'est plutôt élémentaire et quelques secondaires. Merci, Roxane. Donc, on va introduire une vidéo. C'est une fiche qu'on a faite au CNO en collaboration avec le CSCNO sur l'évitement et le refus. Vous allez retrouver toutes sortes de trucs dessus. Donc, je vais laisser Roxane partager la fiche qui était déjà faite. Je vous présente une fiche sur l'évitement et le refus qui se retrouve sur le site du CNO dans l'onglet « Ressources ». En tant que parent, il se peut faire face à des comportements d'évitement et de refus chez nos enfants qui peuvent être difficiles à adresser. Donc, cette fiche a pour but de vous aider puis vous donner quelques stratégies que vous pouvez mettre en place à la maison. Donc, on commence ici par les trucs et astuces. Non. Il semble avoir un petit problème technique. Roxane va essayer de résoudre cela. Désolée, patientez s'il te plaît. Correct, Roxane? N'inquiète pas. Être conscient de notre non-verbal et le ton de la voix peut avoir un impact sur la réaction de notre enfant. Donc, c'est important d'être reconnaissant de quelle façon qu'on parle à notre enfant, qu'on adresse la parole, puis respecter leur espace personnel aussi. Lorsqu'on se centre sur ce qu'on souhaite de nos enfants, donc dire quoi faire au lieu de dire ne quoi pas faire, va souvent aussi aider les bonnes réactions. Puis éviter les menaces. Donc, c'est important parce que ceci peut causer de l'anxiété puis peut aggraver la situation. Donc, ici, on a les infographies. Le premier, c'est des solutions pour encourager l'autonomie des enfants. Le premier, c'est remplir le réservoir d'amour. Le deuxième, c'est utiliser les compliments descriptifs. Le troisième, c'est inclure l'enfant dans les choix afin de lui donner un sens de contrôle. Puis ceci va encourager la collaboration de votre enfant aussi. Numéro 4, c'est remarquer et respecter les efforts. Donc, féliciter souvent lorsque l'enfant se comporte de façon souhaitable, nommer ce qu'il a fait de bien. Donc, bravo, Thor, serrer tes souliers, je l'apprécie. Numéro 5, ne pas supprimer l'espoir. Numéro 6, s'appuyer sur des experts, les personnes extérieures. Donc, c'est correct d'aller chercher de l'aide d'autres professionnels si on essaie plein de stratégies puis on sent que rien ne fonctionne. Ceci va nous aider davantage. Numéro 7, passer par des images. On peut aussi écrire des petits mots, des petites lettres de surprise
sur un petit post-it. Je t'aime, j'aime ton beau sourire. Numéro 9, valoriser les réussites. Puis identifier en même temps qu'est-ce qu'ils ont fait de bien. Numéro 10, raisonner en termes de développement de l'enfant, c'est important aussi. Et faire preuve d'empathie. Le prochain, c'est 30 propositions pour encourager efficacement les enfants. Je ne vais pas passer à travers, mais ceci s'enchaîne bien avec les messages positifs. Il y a plusieurs belles exemples que les parents peuvent utiliser. Prochainement, ici, on a l'approche 1, 2, 3 magique. Certains d'entre vous, vous êtes peut-être très connaissants avec. En ce moment, le site ne me laisse pas rentrer, donc je vais juste vous l'expliquer. C'est une approche qui aide à gérer le refus des plus petits. Il est expliqué en détail et puis c'était une technique assez facile. Il faut par contre se donner du temps afin que l'enfant saisit la nouvelle stratégie. Il faut être patient et offrir une constance afin que la technique soit efficace. Le deuxième ici, c'est favoriser la coopération de son enfant pendant la période de devoir. Donc, ici, on a 5 conseils très utiles qui peuvent éviter le refus et l'évitement chez les enfants. Donc, c'est important. Le premier conseil, c'est de discuter avec lui des raisons de son comportement. Donc, parfois, s'ils sont capables de s'exprimer, on va savoir immédiatement qu'est-ce qui se passe et on va être capable de l'appuyer puis éviter des crises. Numéro 2, tester de nouvelles façons de faire. Donc, ça ne veut pas dire que la première stratégie que vous allez mettre en place va fonctionner. Donc, il faut se donner le temps de l'essayer, voir si elle est bonne. Sinon, là, on fait des modifications. Numéro 3, c'est lui expliquer l'importance des devoirs. 4, c'est important d'encadrer notre enfant, donner des limites. Et numéro 5, c'est d'établir avec son enseignant un plan pour la gestion des devoirs. Donc, si on a des défis, les enseignants peuvent nous donner des trucs aussi, ou peut-être c'est parce que le fait qu'ils ont trop de devoirs, ou c'est pas bien expliqué, ou l'enfant ne le comprend pas. Le personnel de l'école peut nous aider avec cela. Donc, c'est correct d'aller chercher de l'aide de nos professionnels à l'école pour nous aider pendant les fermetures de l'école, pour nous appuyer davantage. Prochainement, c'est pour les plus vieux ici. Mon enfant refuse de faire ses apprentissages. On va aller voir ce site-là. C'est important d'avoir une routine. Donc, ici, ça l'explique l'importance d'avoir une routine. Pour certains élèves, parfois, ils ont de la difficulté à être concentrés pour de longues périodes. Donc, avoir des petits blocs de travail pour les autres, être flexible avec leur routine, leur permettre des temps de pause, soit d'activité physique ou faire des passe-temps. Donc, les encourager, OK, si tu fais 10 minutes de devoir, là, tu pourras avoir 10 minutes de pause. Ou si ton enfant est capable de travailler pendant 30 minutes, tu dis après ton 30 minutes, tu pourras avoir 1 heure de pause, faire de l'activité physique, faire un passe-temps de ton choix. Donc, ceci, ça explique un peu d'autres stratégies qui peuvent être très utiles. Prochainement, ici, pour les plus vieux, mon enfant me confond. Quoi faire? Donc, si on dessine ici, c'est celle-là pour un plus jeune, mais je trouve que les stratégies peuvent fonctionner pour les plus petits aussi, mais c'est aussi bon pour nos adolescents. Donc, ce qu'on voit ici dans la section, ce qui marche, les trucs sont là. Donc, offrir une constance, puis toujours appliquer les mêmes règles. Oui, j'ai parlé de flexibilité, mais il faut avoir les mêmes règles pour avoir des attentes claires aussi pour nos enfants. C'est pas toujours facile avec nos enfants, puis il faut aussi leur donner la chance de s'exprimer, puis les épauler. C'est important d'avoir du temps en famille. C'est important que vos enfants vous écoutent, mais aussi que nous, comme parents, on écoute nos enfants, puis savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire pour savoir qu'est-ce qui se passe. Puis il faut apprendre aussi que nos enfants ne sont pas toujours d'accord, ou on n'est pas tout le temps. Nous, on n'a pas tout le temps raison non plus. Donc, c'est important de discuter puis clarifier qu'est-ce qui se passe. Aussi pour les adolescents, surtout
leur dire, comme d'expliquer leur frustration de façon convenable, puis de négocier avec eux autres. D'être flexible ici. Parce que la communication ouverte, c'est très important. Donc, si on descend ici, on a des guides complets qu'on peut aller visiter. Petit guide dans la discipline. Ici, il y a d'autres trucs. Ça parle de conséquences, de punitions, de frustration. Mais comment vraiment avoir une approche positive, comment c'est important d'enseigner à nos enfants, comment bien faire, garder patience, avoir des limites. Donc, ici, c'est un autre bon site à aller consulter. Ça parle aussi encore aussi de la formule 1, 2, 3 qu'on peut utiliser avec les plus petits. Donc, c'est un site assez complet de tout ce qu'on parle dans les petites infographies. Le site ici va répondre à plusieurs de vos questions. Motivation scolaire, on a encore ici d'autres trucs pour les enseignants et les parents. Donc, j'espère que la fiche va vous être utile. N'oubliez pas qu'on fait tout de notre possible d'appuyer nos enfants pendant ces temps difficiles. C'est tout le temps correct d'aller chercher de l'aide. Ici, on a notre petit emoji, demander de l'aide à un enseignant, un ami, un programme d'appui. C'est qu'on a besoin de l'aide. Parfait. Donc, ça, c'est notre fiche qu'on vous a partagée. Elle se retrouve encore, comme j'ai dit tantôt, dans le site du Sénat et elle a été envoyée dans le portail des élèves pour les parents qui peuvent le consulter. Roxane va enlever la fiche, puis elle va vous introduire un autre petit sondage qu'on a fait hier. La question, c'est: avez-vous mis en place une routine pour vos enfants depuis la fermeture des écoles? Puisque ça l'aide beaucoup lorsqu'on a une routine, puis les enfants la suivent, puis ça évite beaucoup des comportements. Je te donne la parole, Roxane. Alors, de les 12 qui ont répondu, on a 9 qui ont dit oui, 1 qui a dit non, et puis 2 que c'est pas applicable. Peut-être sont enseignants ou éduques ou grands-parents. Mais oui, alors on va vous montrer une petite vidéo. Donc, cette vidéo, ça va vous parler des trucs qu'on peut mettre afin d'encourager nos enfants à nous obéir et à suivre nos consignes. Il dure environ 5 minutes. Voici donc 3 formules magiques pour faire obéir votre enfant. Alors, première formule magique, dites « fais » plutôt que « ne fais pas ». Dites ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'il ne faut pas faire. Combien de fois me suis-je surpris ou ai-je remarqué des parents ou des professeurs dire à leur enfant ou leur élève ne criez pas, ne courez pas, ne poussez pas. Est-ce qu'à un moment, nous nous posons la question de savoir si l'enfant avait compris ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'on n'a pas glissé subtilement, contre notre gré, justement l'idée de ce que nous ne voulons pas voir se réaliser? Alors aussi, pour éviter cet écueil, il est la plupart du temps possible et préférable de formuler la consigne en termes positifs et affirmatifs. Plutôt que ne crie pas, ne cours pas, dites plutôt marche, marche doucement, chuchote et donnez l'exemple. Alors bien sûr, c'est sûr qu'il faut vous mettre vous-même en état de faire ce que vous demandez à l'enfant. Par exemple, si nous baissons le ton de notre voix lorsque l'on veut que notre enfant parle moins fort et que nous nous efforçons de ressentir un calme intérieur, alors c'est l'ambiance générale et le niveau sonore qui s'en trouve apaisé. Que l'on soit simplement avec 25 enfants dans sa classe ou seulement 2 enfants à la maison, cette méthode fonctionne. Et puis, vous permet de terminer la journée dans la sérénité. Deuxième formule magique pour faire obéir votre enfant. D'ailleurs, je préfère le terme adhérer, que l'enfant adhère à vos consignes plutôt que le terme obéir. Je trouve ça plus positif. Utilisez la formule quand plutôt que si. Dites par exemple, tu iras prendre ton goûter
quand tu auras retiré tes chaussures, plutôt que de dire si tu ne retires pas tes chaussures, eh bien tu n'auras pas de goûter. Vous saisissez la différence? Ici, avec le si, vous laissez planer l'idée, l'hypothèse que l'enfant pourrait ne pas vous obéir. Alors que dans la première formulation, eh bien, le résultat est sans équivoque. Vous savez vous montrer et que vous êtes certain que l'enfant va bien réaliser ce que vous lui avez demandé. Troisième formule pour faire obéir votre enfant. Lorsque vous sentez que, par exemple, votre enfant ne veut pas prendre sa douche, eh bien, proposez-lui un choix. Dites-lui, tu préfères prendre ta douche avant le dîner ou après? C'est ce qu'on appelle la proposition du choix illusoire. Avec cette formulation, vous pouvez soulager un peu la frustration de votre enfant face à un choix. Vous pouvez libérer la frustration de votre enfant face à une consigne, lui donnant l'impression qu'il peut faire un choix. En vérité, grâce à cette formulation, il ne peut décider qu'entre deux options, que vous avez vous-même décidé pour lui. Parce que vous savez que ce qui est bon pour lui, c'est de prendre sa douche. Alors, l'enfant réfléchit, il s'apaise un peu face à l'option et au sentiment de liberté, et puis il se plie à l'un des deux choix fixés par vous. N'oubliez pas que c'est vous qui avez raison, il a besoin de prendre sa douche. Alors c'est simple, mais cela fonctionne. Alors attention, n'utilisez cette formule qu'avec parcimonie, parce que sinon l'enfant va s'y habituer et puis il va comprendre le subterfuge. Évidemment, ces façons de s'exprimer ne donnent toute leur efficacité que si vous vous exprimez avec confiance, avec détermination, avec conviction, et que vous ayez la conviction que cela va fonctionner. Et vous devez, avant de donner vos consignes, avoir l'image mentale de votre décision, de votre consigne en train de se réaliser par votre enfant. Et comme ça, cela fonctionnera. Alors essayez, vous verrez. Si vous manquez d'autorité naturelle, vous pouvez très bien vous inspirer dans votre entourage de modèles parentaux, de parents qui réussissent à se faire obéir pour formuler vos consignes. Quel ton, quelle posture, quel regard, quel langage ils utilisent pour arriver à leur fin. Merci pour le partage de vidéo, Roxane. J'espère que vous avez appris quelques nouveaux trucs. Roxane va nous donner un dernier sondage avant qu'on procède avec la période de questionnement. Alors, sondage numéro 3 qu'on a envoyé, c'était mon enfant refuse de faire son travail, suivre mes consignes, participer à les rencontres de Teams, faire les tâches ménagères, et puis on a eu d'autres qui ont ajouté, je n'ai pas écouté les mots, de rencontrer les demandes des enseignantes. Alors, comme vous pouvez voir, c'est pas mal égal, là, comme faire son travail, suivre les consignes, faire des tâches. Et puis, alors, on a juste demandé que vous remplissez ceci pour nous aider aussi à répondre à des questions aussi. Et puis, vous dire merci à celles qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Merci, Roxane. Donc, la première question va s'adresser pour Roxane à répondre. C'est quoi faire lorsque mon enfant refuse de faire ses travaux assignés par l'enseignante? Donc, je donne la parole à Roxane. Si tu peux, s'il te plaît, activer ta caméra. Oui. Alors, pour cette question ici, je pense que peut-être une question à vous demander, y a-t-il un horaire établi? Faut qu'on se souvienne aussi, à l'école, les enfants ont des horaires déjà établis. Et puis, à la maison, oui, les choses y ont changé un petit peu, mais aussi peut-être établir juste un petit horaire. Tu peux aussi, avec ton enfant aussi, ou tes enfants, leur donner le choix, comme tu veux-tu faire un petit bloc de travail, première chose le matin, après dîner, puis dépendant, peut-être c'est le soir, peut-être ils travaillent, peut-être vous travaillez aussi, puis vous ne pouvez pas appuyer vos enfants. Assurez-vous aussi que ce n'est pas des blocs de 3 heures de temps. C'est long pour eux autres, c'est long pour vous autres. Peut-être faire des tranches, des petits blocs autour de la journée.
avec activité physique là-dedans aussi, maintenant qu'il fait beau dehors. Donner l'option aussi à l'enfant, s'il veut travailler seul aussi, il veut que tu l'appuies. Ou même si tu veux juste t'asseoir à côté de lui pour travailler avec lui. Comme moi, avec mes deux, il vient en haut dans mon office et puis moi, je fais mon travail, mais ils sont en arrière de moi quand il fait leur rencontre Teams avec les écouteurs et puis si moi besoin, je suis pas loin. Ça va assez bien. On a des défis, mais on passe au travers. J'essaie de voir quoi d'autre que j'avais mis aussi. Et puis les seuls qui requièrent certaines adaptations, c'est correct d'offrir du soutien nécessaire si c'est lire pour eux autres, si c'est écrire pour eux autres. Aussi, vous pouvez aussi travailler avec l'éduc s'il y a un éduc disponible pour ton enfant ou l'enseignante ressource ou l'enseignante. Vous pouvez peut-être mettre des choses en place là. Et puis, pour nos parents anglophones, je sais c'est un gros défi aussi, mais vous pouvez aussi aller chercher de l'appui aussi de l'enseignante, l'éduc à l'école. Vous pouvez aussi faire comme un programme de renforcement positif pour encourager et motiver vos enfants. J'essaie de voir si j'ai tous mes points. J'ai écrit. Puis aussi comme maintenant, si tu fais ton travail, après, tu peux aller jouer sur ton jeu de vidéo ou aller jouer dehors. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Les miens sont en 4e année. Et puis, j'ai des défis chaque semaine. C'est pas facile chez nous. Alors, c'est une bonne question pour moi, car je vais travailler de ça aussi, le refus, mais on a établi une routine. Oui, il y a des journées qu'on ne tient pas la routine, c'est correct, mais la plupart du temps, je trouve que les journées qu'on suit une routine, ça va mieux. Mais ils savent qu'ils ont des devoirs à faire, ils ont des travaux à remettre à les profs. Et puis, si c'est pas fait, c'est à eux autres à expliquer à l'enseignante aussi. Mais je leur donne un petit peu de contrôle. Alors, tu veux faire ton travail maintenant ou après, je trouve que ça fonctionne bien. Et puis aussi le renforcement positif. Oui, je pense que c'est tout. Merci, Roxane. Est-ce que Marie-Ève ou Carole voulaient rajouter avant qu'on procède à la prochaine question? Oui, justement, j'aimerais ajouter, je pense qu'il faut prendre en considération, là, ce qui est prioritaire, c'est le bien-être de ton enfant. Comme Roxane a mentionné, oui, c'est important d'établir une bonne routine. Les enfants se sentent encadrés et structurés lorsqu'il y a un horaire d'établi. Toutefois, lorsqu'il y a des journées où peut-être l'horaire est oublié un peu à cause de la façon qu'on se sent, à cause de la façon que peut-être vous, comme parents, vous vous sentez, c'est correct, on reprend le lendemain. Alors, juste un petit message que je crois que c'est très important de prioriser le bien-être de chacun des membres de la famille. Oui, le travail d'école est important, mais son bien-être est encore plus important. Merci, Carole. Je vais procéder avec la deuxième question. Donc, mon enfant refuse de participer aux rencontres virtuelles avec sa classe. Que faire? Donc, ça arrive souvent que nos enfants ne veulent pas participer aux rencontres virtuelles. Puis c'est normal pour certains. Il faut vraiment trouver c'est quoi comme la raison, pourquoi ils ne veulent pas participer. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de la caméra, sont inconfortables, ils ont peur d'être ciblés devant leurs camarades, peut-être que c'est l'heure de la journée ou il y a quelque chose qui se passe chez eux qui les empêche de vouloir, ou c'est-tu vraiment l'académique puis ils veulent éviter l'académique. Donc, premièrement, c'est de parler à ton enfant, essayer de trouver pourquoi. Deuxièmement, si c'est un enfant qui est plus jeune, je dirais comme assieds-toi à ses côtés, maman ou papa va le faire avec toi pour la première fois, peut-être que ça va aider. Si que l'enfant refuse ou évite encore, tu pourrais peut-être consulter avec l'enseignante ou l'éducatrice qui appuie ton enfant pour voir si qu'ils peuvent faire une rencontre soit par téléphone ou par virtuel 1 à 1.
Donc, ça peut être des façons qu'on peut procéder. Puis, si encore qu'il refuse, tu as juste à appeler ton enseignant et dire, mon enfant refuse, c'est-tu possible que tu nous partages le travail ou les communiqués que tu as partagés au groupe pendant la session virtuelle. Donc, j'espère que ça va vous aider. Puis encore, si ces solutions-là ne fonctionnent pas, vous pouvez communiquer avec votre enseignant, votre direction pour trouver d'autres façons pour alléger la tâche parce que c'est pas pour tout le monde qui aime être devant la caméra. Oui, justement, Nadia, je parlais justement avec 2 enseignants justement hier et on reconnaît que dans la salle de classe, il y a 2 élèves en particulier qui sont très timides, très gênés et ils participent aux rencontres, mais ils ont décidé de ne pas activer la caméra et ça semble avoir aidé à la participation. D'autres choses aussi, c'est que l'enseignant a mis en place une rencontre virtuelle à travers Teams, seul, juste avec l'enfant en premier, juste pour lui donner un aperçu de quoi on va parler pendant la rencontre. Puis ça peut peut-être rassurer l'enfant également. Merci, Carole. Donc, je vais donner la parole à Marie-Ève. Donc, la 3e question, c'est mon enfant refuse mon aide pour les tâches scolaires. Donc, ça, c'est souvent une question qu'on voit en ce moment pendant la fermeture des écoles. Donc, je te cède la parole, Marie-Ève. Merci, Nadia. C'est une bonne question parce que d'un côté, on veut encourager l'autonomie des enfants. Donc, évidemment, quel parent ne veut pas que son enfant fasse son travail d'une façon autonome? C'est ce qu'on recherche. Par contre, comme parent, on a des fois un peu l'inquiétude. On veut être sûr qu'il fait toutes ces choses, qu'il rend ses devoirs. Alors, ça peut être d'avoir, si l'enfant est assez vieux, d'avoir un aperçu de quel est le travail à faire et puis de s'assurer que le travail est fait. Mais c'est correct aussi de ne pas revoir les travaux puisque l'enseignant va quand même les corriger puis donner du feedback, donner de la rétroaction. Alors, ça peut être une façon. Si l'enfant a besoin d'appui, soit parce qu'il est plus jeune ou parce qu'il rencontre des difficultés, c'est peut-être de lui poser la question « Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas notre appui? » Des fois, ça se peut que ça soit même juste un peu dans l'approche, dans le ton. Vous savez, comme parents, des fois, là, on est débordé et puis là, l'enfant nous demande de l'aide, peut-être pas au bon moment, puis on répond peut-être des fois un peu brusquement. Alors, des fois, c'est juste de se prendre le temps de s'asseoir puis d'écouter c'est quoi les préoccupations à ce sujet-là. Puis de s'assurer qu'on offre notre aide d'une façon accueillante, empathique. L'autre chose, c'est que si l'enfant a besoin d'aide, mais que c'est pas obligé d'être nous qui offrons l'aide. Tu sais, des fois, il y a maman, papa, peut-être ça fonctionne mieux avec un ou l'autre. Peut-être que c'est le frère, la sœur. Peut-être même que vous pouvez faire une petite conversation vidéo avec grand-maman, grand-papa, l'oncle, la tante, un ami de la classe. Les élèves travaillent beaucoup en équipe à l'école. Alors, si ça fonctionne avec un partenaire d'école pour répondre aux questions, ça peut très bien se faire. Et puis finalement, évidemment, là, si vous n'arrivez pas à résoudre le problème ou à trouver une façon pour que ça fonctionne, communiquez avec l'enseignante, la direction, l'équipe scolaire de votre enfant. Ils vont pouvoir vous aider. Ils connaissent votre enfant et puis ils ont des trucs avec ça. Alors, j'espère que ça peut aider les parents qui rencontrent ces défis-là. Alors, je laisse la parole s'il y en a qui ont des choses à ajouter. Merci, Marie-Ève. Donc, Carole, je vais donner la parole pour la 4e question. Donc, plusieurs enfants en ce moment veulent jouer dehors. Donc, avec le beau temps arrivé, mon enfant préfère d'aller jouer dehors au lieu de faire ses devoirs. Comment puis-je m'assurer qu'il les fait? Bonjour tout le monde. Bien, je pense dans un premier temps, une stratégie qui fonctionne très bien, c'est la stratégie que j'appelle « quand » et « si alors ». Alors, c'est d'être très clair avec ton enfant. Quand tu vas avoir terminé telle tâche, tu vas pouvoir aller jouer dehors. Si tu termines tâche 1 et 2, alors c'est le temps d'aller jouer dehors. Donc, ce genre de stratégie, ça met un encadrement pour l'enfant. Donc, ça pourrait aider, évidemment.
Utilisez l'horaire équilibré. Nous allons vous afficher un exemple d'un horaire équilibré. Ici, l'horaire équilibré peut varier pour différents groupes d'âge, différents enfants, différents besoins à la maison. Donc, on voit ici des blocs de temps d'1 heure, de 30 minutes, mais ça dépend de l'enfant aussi. Vous pouvez découper le temps plus petit que ce qui est suggéré dans l'horaire ici. Mais avoir un horaire équilibré d'activités académiques, d'activités de plein air, de dîner, de tâches ménagères, temps libre. Alors, avoir un horaire puis que l'enfant puisse voir l'horaire va grandement aider également. Minimiser aussi le temps des devoirs. On est à la maison, c'est plus difficile. Puis là, qu'on est rendu au mois de juin, c'est l'été, commence à faire plus beau. On est tous dans le même bateau. On veut, comme nous autres, comme adultes, on veut faire des tâches autres que le travail, mais on sait que on doit peut-être faire notre travail avant d'aller faire les tâches qui sont peut-être moins scolaires, moins académiques. Dans la mesure du possible, surtout qu'il fait beau, rendez les tâches ou les activités scolaires ludiques. Faites ça le fun avec votre enfant. Allez faire le devoir dehors quand il fait beau. Je sais que moi, quand j'ai fait du travail dehors, j'ai beaucoup aimé ça. Faites un pique-nique avec des devoirs. Offrez une collation, ou peut-être faire une limonade ou un jus plus spécial pendant le temps de devoir dehors. Si les journées sont trop chaudes, on a eu une semaine où il a fait des 30 plus. Peut-être assurer de faire les devoirs le matin lorsqu'il fait moins chaud. La concentration va être meilleure quand il fait moins chaud. Et l'après-midi, quand il fait trop chaud, les enfants sont moins attentionnés à cause de la chaleur. Donc, ce sont des petites suggestions qu'on a à vous offrir lorsqu'il fait plus beau puis que les enfants préfèrent peut-être faire autre chose comme aller jouer dehors plutôt que de faire ses devoirs. C'est ça, merci. Merci, Carole, c'était des bonnes suggestions. Donc, on va procéder, on arrive proche à la fin. On a une vidéo qui englobe un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, que Roxane va vous partager. La vidéo se retrouve aussi sur le site du CENO. Roxane, si tu peux juste t'assurer d'ouvrir l'écran du vidéo en grand, ça serait grandement apprécié. Excellent. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonjour, je m'appelle Nadia Beauparlant, travailleuse sociale en comportement et bien-être au sein du Consortium pour les élèves du Nord de l'Ontario. Aujourd'hui, je vous présente un court vidéo afin de vous partager quelques trucs et des liens pertinents sur l'évitement et le refus des enfants d'âge scolaire. Comme vous le savez, comme parents, on se sent parfois frustré. Donc, laissez-moi t'aider. Allons-y. Attention, la discipline et la gestion des comportements peuvent différer dépendamment de l'âge de votre enfant. Tentez de trouver la raison qui influence le comportement de refus ou d'évitement. Se centrer sur ce que l'on souhaite, donc dire quoi faire au lieu de dire quoi ne pas faire, est très important. Sur la fiche de l'évitement et le refus, vous y trouverez des ressources et des liens sur la solution pour développer l'autonomie, des principes clés à la motivation, comment faire respecter les consignes, et encore plus. Allez explorer les ressources sur le site du CENO. Vous retrouverez des ressources sur l'évitement et le refus, et en plus d'autres ressources qui peuvent vous appuyer à la maison avec vos enfants. Bonne journée! Donc, j'aimerais vous remercier pour avoir participé au webinaire d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a porté fruit puis vous avez trouvé de nouvelles stratégies pour adresser vos défis de refus puis d'évitement avec vos enfants. Je vais juste laisser savoir que la semaine prochaine, on va avoir un webinaire sur le renforcement positif à 13h et la semaine d'après sur la colère, le 17 juin à 10h. Donc, si vous avez des questions par rapport à ceci, ça c'est un bon temps de nous joindre. En plus, le CENO, deux de mes collègues en collaboration avec
partenariat parent. Ils offrent un webinaire la semaine prochaine. Le 8 juin, le parent coach expert en matière de mieux-être et santé mentale. L'information, je vais vous le mettre ici dans le lien. Je vais vous ajouter le lien dans le chat une fois que j'ai terminé ici. Ou si que Roxane peut l'ajouter, ça serait apprécié, Roxane. Il est dans notre déroulement, si vous voulez aller faire ça. Et ensuite, Roxane va aussi rajouter un sondage, si vous pouvez, s'il te plaît, aller le compléter. Ça va nous aider pour voir si on a bien répondu à vos questions, puis si on peut s'améliorer d'une façon ou d'une autre, puisque c'est notre premier webinaire qu'on offre aux parents. Je vais juste faire ça, qu'il y a d'autres choses là. Vous pouvez tout le temps consulter le site du CNO du Conseil pour les fiches. Le webinaire d'aujourd'hui va être enregistré. Une fois qu'il va être prêt, on va vous le partager probablement par le portail ou sur le site du Conseil. Donc, j'espère que ça va vous aider et que vous avez profité de notre présentation. Donc, Roxane va juste afficher une vidéo de terminaison. Il y a quelques ressources là-dessus. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur des ressources pour la région de Sudbury. Donc, j'ai dit que oui, que Boussole est là, mais il y a d'autres liens que vous allez voir dans le petit vidéo que peut-être vous pouvez consulter. Merci. Merci à tous. On va vous envoyer un courriel aussi avec tous les liens qu'on a partagés aujourd'hui afin de s'assurer que vous avez eu toutes les informations pertinentes. Et puis, Maria vient me dire que le renforcement va être positif, mais que du prochain est à 10h et non à 13h. Donc, mon erreur, désolée, mais je vais vous envoyer tout ça par courriel pour ceux qui sont inscrits. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.